L'ethnologie est méthode qualitative selon le dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. Historique. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'anthropologie, appelée aussi histoire naturelle de l'homme, se dote d'un objet d'étude spécifique, les variétés de l'espèce humaine. À cette époque s'opère une transformation méthodologique. D'une science spéculative, on va passer à une discipline empirique, recherchant des terrains d'enquête, menant des investigations et en même temps élaborant des outils, des règles d'observation et des modèles d'analyse. Ce mouvement qui s'amorce au début du XIXe siècle a été préparé par un groupe de savants connus sous le nom d'idéologues dans la période du Consulat. S'interrogeant sur les conditions d'un savoir de l'homme sur l'homme, ces penseurs vont contribuer à jeter les bases d'une méthode d'approche spécifique. Renonçant à tout type d'explication transcendantale, ils s'appuient essentiellement sur la collecte des faits dont le traitement analytique sera emprunté soit au modèle mathématique, soit au modèle linguistique, soit encore à celui en vigueur dans les sciences de la nature. Nélia Dias et Jean Jamin. Regroupés en Société des observateurs de l'homme en 1799, l'un des leurs publiera en 1800 un des premiers guides d'enquête de l'histoire de l'anthropologie. Considérations sur les méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages. Joseph-Marie de Gérando. Préfigurant ces deux autres questionnaires qui, plus tard, serviront à codifier les méthodes d'enquête en anthropologie. Instructions générales adressées aux voyageurs, publiées en 1839 par la Société d'ethnologie de Paris, et Notes and Queries on Anthropology, 1874, Nélia Dias et Jean Jamin. Le philosophe Gérando sera le premier à définir les principes de l'observation participante, insistant sur la nécessité de se rendre sur le terrain. C'est le premier moyen pour bien connaître les sauvages et de devenir en quelque sorte comme l'un d'entre eux. Et c'est en apprenant leur langue qu'on deviendra leurs concitoyens. Cité par Coppens et Jean Jamin, 1978. Le mouvement des idéologues aura contribué à définir les cadres conceptuels et didactiques de l'anthropologie du XIXe siècle en associant le courant de pensée humaniste à la perspective naturaliste, même si les approches auront tendance à s'orienter vers les fondements naturels de la diversité humaine, conduisant à l'étude des races. Nélia Dias, Jean Jamin. Le savant britannique Edward Burnett Taylor, 1832-1917, s'il ne présente pas les caractéristiques d'un chercheur de terrain, sera malgré tout considéré comme l'un des précurseurs d'une méthodologie accordant une place prépondérante à l'observation. Par sa volonté de tout connaître, Taylor, contrairement à ses contemporains qui limitaient leurs enquêtes à un sujet particulier, embrassa de multiples thèmes, la religion, l'art, la parenté, l'organisation sociale. S'inspirant des disciplines voisines, il s'intéressa aussi bien à la préhistoire qu'à la linguistique. Son approche encyclopédique et universelle du fait humain en fait un des fondateurs de l'anthropologie contemporaine. À partir des années 1860, dans un contexte de pensée évolutionniste, la discipline anthropologie se précise, inspirée en particulier par les modèles scientifiques de la philologie comparée. Cependant, c'est Franz Boas et Bronislaw Malinowski qui joueront un rôle de premier plan dans la définition de la pratique de terrain et dans l'élaboration des différents outils de l'enquête qualitative. Franz Boas, né en Westphalie, occupera successivement les places de conservateur du musée d'ethnographie de Berlin, puis de celui de New York. En 1886, il entreprendra des études sur les tribus de Colombie-Britannique. Il est avant tout un homme de terrain. À partir de ses travaux, on estimera qu'il ne faut plus faire confiance à des enquêteurs. Seul l'ethnologue est à même de rendre compte scientifiquement d'un groupe humain dans sa totalité et dans son autonomie. Il insistera sur la description complète de toutes les données culturelles, seule attitude scientifique rigoureuse. Il estimera indispensable d'exiger que la technique de l'ethnographe soit la même que celle qui étudie la civilisation chinoise, grecque ou islamique. Cela implique un certain contrôle de la langue aborigène, jugé indispensable pour éviter les confusions d'une traduction libre et approcher concrètement la vie quotidienne. Il mettra l'accent sur une nouvelle technique, celle de faire écrire les indigènes dans leur dialecte sur ce qu'ils connaissent du savoir tribal. Dans sa quête ethnographique, il ne négligera rien.
Le savant qui traite de la culture ne doit écarter aucun des fondements sentimentaux ou esthétiques. Il s'intéresse aux spéculations d'un métaphysicien indigène, mais aussi aux plaisanteries gaillardes d'un conteur primitif. Ce n'est que si nous connaissons toute la gamme des réponses individuelles à l'ensemble social que nous pourrons comprendre cette entité complexe que nous appelons la culture tribale, citée par Lowy. Il sera le premier à montrer qu'il n'y a pas d'objets d'étude nobles et d'autres indignes de la science. Bronislaw Malinowski sera le premier à radicaliser cette compréhension de l'intérieur, base de l'observation participante. Durant son séjour de 2 ans aux îles Trobriand, effectué à partir de 1914, il mettra en œuvre les règles édictées par Boas, soit l'apprentissage de la langue, le partage de la vie des indigènes, la collecte de données sur la vie quotidienne dans la langue de ses informateurs. Rompant avec l'histoire conjoncturelle, la reconstitution spéculative des stades, mais aussi avec la géographie spéculative, la théorie diffusionniste, Malinowski estime qu'une société doit être étudiée comme une totalité, telle qu'elle fonctionne au moment même où l'on observe. François Laplantine. Se situant dans la lignée de Boas, qui affirmait déjà avec d'autres chercheurs que plusieurs aspects de la culture sont liés et s'influencent réciproquement, les principales méthodes et techniques. 2 ouvrages fondamentaux donneront à l'ethnographie son statut et ses méthodes d'investigation. Le manuel d'ethnographie de Marcel Mauss, 1947, et la méthode de l'ethnographie de Marcel Griot, 1957. Par méthode ethnographique, on va entendre les techniques grâce auxquelles l'ethnologue établit une relation la plus scientifique possible à son terrain d'étude. La définition de base de cette méthode réside dans la relation directe, vécue par le chercheur, dans une société dans laquelle il va vivre un certain temps, qui peut varier de quelques mois à des années, menant des enquêtes dans la langue de la société étudiée, ou du moins dans une langue véhiculaire d'intercompréhension. Ces principes basiques seront progressivement définis au cours de l'histoire de la discipline. Aux expéditions interdisciplinaires succéderont des monographies menées d'une manière intensive qui marqueront les débuts de la quête ethnographique. L'enquête de terrain destinée à collecter des données se conduit sans exclusion a priori de données car l'approche de la totalité caractérise la démarche ethnologique. Héritage direct des enseignements de Marcel Mauss, la notion de fait social total guidera les démarches ethnographiques, marquant la volonté de faire prédominer le tout sur les parties et de rendre celles-ci dépendantes de l'ensemble dans lequel elles se situent. Jacques Lambard. Cette méthode qualifiée d'observation participante conjuguera les principes de l'enquête intensive impliquant l'ethnologue personnellement et menée sur une longue durée auprès d'informateurs. Ce principe majeur permettant à l'ethnologue d'éviter les pièges de l'observation superficielle. Marcel Mauss évoquera dans cette perspective la nécessité d'atteindre à l'objectivité. L'objectivité sera recherchée dans l'exposé comme dans l'observation. Dire ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, rien que ce qu'on sait. Éviter les hypothèses, historiques ou autres, qui sont inutiles et souvent dangereuses. Marcel Mauss. Journal de terrain, fiches descriptives, inventaire seront une première étape de la recherche. Marcel Mauss préconisera dans l'abord d'une monographie l'emploi simultané de multiples méthodes. Les techniques cartographiques, soit le repérage des espaces, l'inventaire des individus et l'utilisation de la statistique géographique et démographique, l'enregistrement photographique, les objets, les gestes, et phonographique, la musique, les voix, la méthode philologique appliquée par la transcription mot à mot des textes indigènes et de leur traduction, enfin la méthode sociologique qui consiste pour lui avant tout à l'histoire de la société, l'étude de l'histoire des familles, les généalogies, les autobiographies. On entend aujourd'hui par méthode qualitative en ethnologie le recueil des données brutes de l'activité des hommes, soit l'observation et la description d'objets manufacturés, des données archéologiques, la prise en compte du matériel de type littéraire produit par des ethnographes, des historiens, juristes ou voyageurs issus de la culture étudiée ou d'une autre, des données obtenues par recensement ou enquête, la description objective de faits réellement observés et la description des normes de la société décrite, c'est-à-dire les modèles indigènes tels qu'ils sont perçus ou élaborés par certains individus, la reconstruction du champ des relations sociales à partir des réalités vécues sur un long terme, et enfin la prise en compte de la représentation que se fait l'observateur de la société qu'il décrit. Françoise Héritier. L'enseignement des méthodes qualitatives en ethnologie.
Si les méthodes statistiques, historiques, démographiques ou philologiques permettent un enseignement précis selon des normes établies, l'enquête ethnologique ne s'y prête pas aussi bien. Définie comme une démarche inductive, l'enquête suit un cheminement qui lui est propre, empêchant une stricte programmation selon des protocoles stricts. Dans la pratique, l'étude d'une institution est presque toujours entamée par le ventre. On accroche au hasard un champ parti d'une courette qui fait pousser la porte et entrer de plein pied dans une cérémonie qui n'est que le 10e d'un cycle cohérent. Marcel Griot. Le contexte de l'enquête, les obstacles rencontrés par le chercheur, les particularités du terrain sont autant de facteurs perturbateurs qui introduisent une part d'errance dans l'avancement des travaux de l'ethnologue. C'est que le chercheur doit vivre dans l'atmosphère de la population qu'il étudie. Il ne considérera pas le travail ethnologique comme une activité rigide et dont tous les détails sont fixés à l'avance. Il faut au contraire prévoir dans la quête, même méthodique, 1000 démarches humaines qu'aucune règle ne saurait codifier. Marcel Griol. Il faut reconnaître que pendant longtemps, la formation aux méthodes d'investigation s'est faite par la lecture de monographies et la mise en situation directe sur le terrain. Mais la plupart des études ne comprenaient aucune mention des conditions de la production du récit. Depuis les années 1980, de très nombreux ouvrages de méthodologie ont vu le jour, s'interrogeant sur les conditions de l'enquête et de la production des analyses. Aux États-Unis en particulier, un courant de pensée a souligné le caractère littéraire et créatif du texte ethnologique.